Eh bien, salutations à tous, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. J'espère pour vous que ce début de semaine se porte à merveille pour notre part, dans le Nord. Les gens qui y êtes, on peut pas se plaindre, la météo est au rendez-vous, le ciel bleu est bien dégagé, les avions semblent être absents au niveau des traînées qui nous empêcheraient de profiter des rayons lumineux. Donc, plein d'énergie, ça signifie que derrière on peut être productif, en bonne humeur, et je vous propose aujourd'hui d'aborder un livre que j'ai emprunté et lié à deux émissions récentes. Une histoire à faire des histoires, épisode 2, et le troisième que je vous ai proposé là tout récemment. Et je travaille déjà sur le quatrième, mettant en lien Rivarol, Marianne, avec des personnages comme Emmanuel Ratier, Xavier Poussard, ses soi-disant révélations, Dieudonné, ou encore Alain Soral. On va essayer de se pencher sur pas mal de liens de réseautage qui peuvent avoir lieu et peut-être même prouver que ce sont des faux patriotes, si je puis dire, et plutôt là pour créer des conditions primaires. Vous me comprendrez plus tard. Emmanuel Berle, nous l'avons cité dans le deuxième épisode de Une histoire vers des histoires. Et il a tenu des propos assez scandaleux et étranges. C'est un juif, son livre c'est Un juif de France, tenant une certaine discrimination quant à l'obtention d'un titre d'identité pour la France, mais même des pays voisins, et aussi à des juifs qui semblent être, selon lui, arriérés. J'ai voulu vérifier par moi-même les déclarations, donc j'ai emprunté cet ouvrage, et il y en a un autre que je me suis procuré, qui va arriver prochainement à mon domicile. Alors lui, ça ne sera pas un emprunt, c'est quelque part la contre-histoire de cet homme voulant nier ou s'opposer à, comment dirais-je, certains faits présentés de façon historique alors qu'apparemment il y aurait des erreurs. Donc on va essayer de voir ce que ça vaut au niveau de ces déclarations. Aujourd'hui, on fait dans le désordre par rapport au numérotage de ce livre. Nous allons d'abord commencer par la page 230-31 par là, sur ses propos contre des juifs, la Lycra notamment, etc. Avant l'heure, c'est un juif qui dénonce une certaine entité assez dérangeante. Ceux qui se disent juifs, mais apparemment qui ne le sont pas totalement, ce qui renverrait à des propos bibliques aussi, avec une synagogue de Satan, même s'il ne la nomme pas comme telle. Puis, on va se conduire à certains phénomènes, à la fois révolutionnaires, pourquoi pas, et de guerre aussi pour l'Espagne et le Maroc, avec des ingérences et en 1936, la demande à ce que la France intervienne, livre des armes et soutienne principalement la République. Avant tout, et vous doutez, la République est plutôt à gauche. On arrive dans des phénomènes de guerre civile au point même où ce qui se prépare et déjà ce qui est déclaré, les conflits ayant lieu en Espagne et au Maroc, les Français ont l'impression que cette guerre, c'est comme si elle se situait sur son territoire. D'accord? C'est-à-dire, les Français ont cette impression que la France est impliquée. Et elle le sera, de toute façon, mais comme si le conflit, vous voyez, on devait défendre nos propres frontières. Et il y a tout un intérêt à étudier cela. Je vous propose de suite, sans perdre de temps, déjà que vous likiez, pourquoi pas commentiez, référenciez avec l'URL ou encore la petite flèche, c'est toujours sympa, merci de soutenir le travail. C'est parti, 230, 31, 32, 33, je pense. Alors, sous le titre « Deux juifs », l'action française, en même temps qu'elle insulte le poète et romancier Franz Werfel, le deuxième mari d'Alma Mahler, de passage à Paris sur la route de l'exil, estime, je cite, qu'on peut discuter et peut-être s'entendre avec monsieur Emmanuel Berle. Il y a des choses presque raisonnables dans son dernier pavé de Paris. Fin de citation. Voilà pour le chaud. Suit le froid. Si Berle a admis que les nations modernes octroient la nationalité avec trop de générosité, trop de facilité, trop d'inattention, il estime que, je cite, « donner et retenir ne vaut », fin de citation, et qu'il ne faut donc pas revenir sur les naturalisations acquises. C'est intéressant, de la part d'un juif qui parle à la fois pour ses compatriotes, ceux de sa communauté, mais aussi pour les autres arrivant en France. Il trouve que bien trop facilement, on les laisse pénétrer sur notre territoire et pas pour le mythe d'aujourd'hui raconté, soi-disant, on manque de bras dans les usines, on a besoin de repeupler la France. Non. C'est uniquement des personnes majoritairement venant pour profiter des aides
de la facilité d'obtenir des logements avec, on se rappelle à l'époque, avoir une toilette non plus sur le palier mais chez soi, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire, hein. Comparé à leur situation pour certains en Algérie ou encore dans les pays voisins, où ils ont des fois des mètres à faire pour une toilette en commun. Hein. Faut se remettre dans l'époque également, c'est très intéressant. Et voir tous les privilèges que la France offrait. Et également à ceux qui ne travaillaient pas. De là, après, on a eu, juste, je marque une pause, hein, le regroupement familial. On a observé que les gens majoritairement ramenaient des personnes malades ou des proches encore pour reconstituer leur famille sur le territoire, sans pour autant pour qu'ils viennent travailler, hein. Donc ils profitaient. Il a fallu après, ces gens, ils ont des besoins comme tout le monde, hein, donc on appelle ça les besoins de la pyramide de Maslow. Être nourri, boire, vêtu, hein, logé, etc. Donc, pour obtenir des habillements, être logé, que les enfants aient les études et compagnie, il a fallu après leur mettre des allocations familiales, du RMI, revenu minimum d'insertion, hein, de base pour les insérer et pas que ça en devienne quelque chose de constant. Et malgré cela, il y avait bon nombre de logés qui ne payaient pas leur loyer. Donc il y a un moment, ils se sont dit, merde, on peut pas... Oui, cet esprit gauchiste, on doit toujours leur venir en aide. Alors ils ont inventé les appels allocations pour le logement. Comprenez ? Ces gens-là ne sont pas venus remplir les usines. Certains ont été des travailleurs, mais on ne les a pas forcés, on n'a pas été les chercher chez eux pour les implanter ici. Ils sont venus de leur gré parce que le confort était meilleur, le salaire était bien plus important, ce qui permettait d'aider les familles dans leur bled. Et après, ils ont détecté le filon. Des allocations, du fait de pouvoir pondre des gosses et qu'après la République leur enseigne, les mène à l'école, au savoir et compagnie, ce qui n'est pas forcément dans leur bled, il manquait de structure. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes personnes ingrates, du fait qu'on n'ait pas fait une bonne sélection au tout début, un bon tri entre le bon grain et l'ivraie, on se retrouve avec beaucoup de gens ivres, entre guillemets, de cette mythomanie et de ce mythos, hein, d'un mythe comme ça inventé, pour nous dire que sans eux, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans eux, nous sommes un peuple d'arriérés et on serait bon à rien. Sans eux, nous n'aurions pas gagné la guerre. Excusez-moi, perdre contre des Allemands pour obtenir des nazis islamistes, ça revient au même. Je rappelle d'ailleurs que Hitler était un fervent amoureux de l'islam et qu'il combattait la chrétienté. C'est important à rappeler ça aussi. Revenons-en aux écrits. Mais vous comprenez mon prisme. C'est-à-dire, comme lui, je ne suis pas pour, à partir de maintenant, dire « Allez, on va tous vous renvoyer au bled ». Non. Les personnes mal dans leur peau, mal dans la civilisation française, qui nous crachent à longueur de temps dessus, réclament ni plus ni moins un dû par rapport à un passé colonial ou encore à une guerre, ces gens-là, ils quittent le territoire. On découpe leur passeport. Les autres laissent entendre qu'ils ne sont pas s'intégrer avec l'islam, qu'il faudrait qu'on s'adapte à leur calendrier, pourquoi pas on inscrive des jours fériés pour leur date, ou encore que les magasins et les villes se colorent à leur fête, parce que ils en auront le bol d'être entourés de koufars qui les tentent ou je ne sais quoi quand c'est Ramadan ou ce genre de délire. C'est hijra pour vous. La France n'est pas une terre musulmane. La France peut avoir des villages qui ont été musulmans, peut en effet avoir une mosquée de Paris, et tout à fait honorable, notamment en ayant protégé des résistants, des juifs, etc. Et il ne faut pas cracher sur tout le monde. Mais la France ne sera jamais une terre d'islam. Elle sera une terre où, s'il y a des musulmans en petite proportion, on les autorise à avoir leur culte, leur lieu, pourquoi pas même leur petit commerce halal, etc. Maintenant, transformer tout le paysage sociétal en imposant dans les cantines du halal, en voulant que les fast-food, etc. soient adaptés à leur mode alimentaire, que les écoles assouplissent leur régime pour autoriser l'abaya et puis pourquoi pas le voile et plus par la suite l'intégrale, c'est-à-dire en dehors le hijab carrément, enfin excusez-moi, le niqab plutôt. Vous croyez quoi ? Qu'on va se soumettre intégralement à vos desiderata ? Je ne crois pas. La vox populi, la voix populaire, celle du peuple français, avant qu'il soit remplacé déjà et qui existe encore aujourd'hui, ne se laissera pas faire. Donc il ne s'agit pas de déchoir de la nationalité toute personne qui aurait une couleur différente, une ethnie différente ou une religion différente. C'est toute personne qui ne veut pas s'acclimater chez nous pour finalement faire de leur bled et l'importer en France et en créer un nouveau bled, et comme on l'observe avec des marchés qui ne respectent rien,
On trouve des déchets partout, des gens dans les HLM qui jettent leurs couches, leurs déchets par la fenêtre, bref, des sauvages qui ne savent pas se tenir et qui sont barbares, ces gens-là n'ont pas leur place en France. Tous ceux qui font de la délinquance et de la criminalité, pareil, ils doivent virer. Et à partir de là, en bon sens, en bon esprit, et finalement en harmonie, où tout le monde peut coexister, athée comme religieux, monothéiste comme polythéiste, sur le territoire français, nécessitera de facto de faire des stats ethniques pour cibler les problèmes, et tel un médecin qui viendrait à faire des radios, des écoutes, des battements du cœur, et bien d'autres études encore à côté, pour justement d'un diagnostic établir le soin. Nous avons en France un cancer. Le cancer des cités, le cancer des racailles, le cancer des islamistes, et d'autres cancers encore wokistes entre autres, et il faut bien les cibler pour se faire étudier les choses avec des stats ethniques, entre autres ethnico même religieuses, pour voir s'il n'y a pas un problème également avec la religion, peu importe qu'elle soit bouddhiste, musulmane, chrétienne ou ce que vous voulez, même si la France est une terre chrétienne, et voir comment on soigne les choses. Et ça, c'est important. Donc il ne s'agit pas au premier abord de réagir sur l'émotionnel et de dire quiconque n'est pas comme moi, entre guillemets, soit sur ma couleur, soit sur mon opinion, soit sur mon parti politique ou encore ma religion, doit quitter le territoire. C'est bien plus profond que ça. Et c'est ce que veut nous laisser entendre Emmanuel Berle. Revenons-en sur ce qu'il écrivait. Tel n'était pas évidemment l'avis de l'Action française. Berle a affirmé qu'il ne peut pas considérer Maurras, donc Charles Maurras, comme un véritable antisémite. L'auteur maurassien de la revue de presse, qui est peut-être Pierre Boutan, lui répond, je cite, « Considérant que votre cas n'est pas désespéré, Maurras ou Maurras, je ne sais plus comment on prononce son nom, discute avec vous. S'il vous considérait comme un juif mal né, il vous mettrait votre étiquette. » Fin de citation. Le plaisir que Berle retire de ces échanges galants ne vient pas de n'être pas considéré comme juif, mais d'être considéré comme juif, et malgré cela, d'être presque admis par les antisémites. Car quand il écrit que Charles Maurras n'est pas antisémite, il n'en croit pas un mot. Il veut dire que Maurras antisémite cesse presque de l'être juste pour lui. La même chose s'était passée avec Drieux, pour un résultat moins probant. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles, à mon sens, Berle tenait à se faire accepter des ennemis des Juifs. Il s'agit de faire annuler un décret d'exclusion, métaphore de l'interdit de l'inceste. Depuis sa grande passion, les choses ont changé, en ce que la femme aimée a été remplacée par la France. Dans sa vie privée, Emmanuel Berle a pu choisir une femme qui ne le renvoie pas à sa mère juive, mais celle-ci règne sans partage dans son inconscient. La figure sous laquelle elle s'incarne, c'est désormais en exclusivité la mère patrie. Il entend s'unir d'amour avec cette mère. Menacée physiquement par la brutalité guerrière des bellicistes, cette mère dont l'approbation des antisémites lui garantit que, malgré les apparences contraires, il a bien des droits sur elle. Qu'il est son fils amant légitime, ô Isis un Osiris, les Juifs, à l'inverse, voudraient que son amour pour la France cède devant la solidarité avec ceux dont les ancêtres honoraient le même Dieu unique que le sien. Dès le premier numéro, le problème majeur d'Emmanuel Berle se trouve donc posé, qui fera l'objet de très nombreux articles au cours des mois à venir. Et l'on ne s'étonnera pas que parmi ses cibles favorites, ces bellicistes honnis, figure un nombre considérable de juifs. Benda, Bernard Lecache, président fondateur de la LICA, Ligue contre l'antisémitisme qui deviendra la LICRA, Georges Mandel et Léon Blum. Les deux cibles préférées de l'Action française qui appellent l'un Jéroboam et l'autre le grand rabbin ou le juif bulgare. Il ne faut pas croire, au demeurant, que ces juifs soient représentatifs de la majorité des juifs français. Donc il combat, entre autres, là c'est intéressant, c'est par rapport à Léon Blum sous la Troisième République, si je ne dis point de bêtises, mais aussi le président fondateur de la LICA, Bernard Lecache, qui deviendra la LICRA, et il laisse entendre que ce groupe-là n'est pas du tout représentatif des juifs. Donc lui, en tant que juif, en tout cas, ne se sent pas dans ce mouvement, et on le voit aujourd'hui assez sectaire, intervenant jusqu'à l'Élysée, au plus proche pouvoir, disant qui doit s'exprimer ou pas, et également étant dans l'action, comme je vous l'ai expliqué, un peu d'un René Guénon maçonnique soufi. Alors eux, c'est plutôt les maçonniques judéo, donc on fait l'inversion judéo-maçonnique. Et ça revient au même. Je vous les ai dit, l'islam est une invention de rabbis.
et je vous le prouve très prochainement. Donc l'un ou l'autre, nous observons des lobbies s'orienter. Alors du côté allemand, c'est le lobby islamiste, du côté français, c'est un certain lobby sioniste, mais les deux vont de pair en fait. Ils s'alimentent. Il ne faut pas croire au demeurant que ces juifs soient représentatifs de la majorité des juifs français. C'est tout le contraire. La politique d'apaisement avec l'Allemagne a été approuvée par eux comme par le reste de la nation. Simplement, en compagnie de quelques autres, comme Edmond Bloch, fondateur de l'Union patriotique des Français israélites, membre des Croix de Feu, qui en 1939 félicitera Emmanuel Berl de son combat en lui demandant de ne pas favoriser la confusion entre Julien Benda, je cite, qui fait tant de mal à notre pays et à nos coreligionnaires, fin de citation, et Fernand Benda, proche parent du premier, donc on a cité, qui est Julien Benda. Vice-président, ce Fernand Benda, de l'union présidée par Bloch et Lambert, lequel s'exprimait dans l'univers israélite. Organe du consistoire, Emmanuel Berl se trouve en pointe dans le combat pour défendre l'attachement à la patrie française contre les tentatives pour en limiter la portée. L'arrivée massive, après la cession de Hitler au pouvoir, de juifs allemands, qui étaient en fait souvent des juifs polonais installés à Berlin, avait inquiété les juifs français à la fois parce qu'ils en craignaient une recrudescence de l'antisémitisme dans la population française et parce que les immigrés leur renvoyaient une image pour eux déplaisante de la judéité. On laisse entendre qu'il y avait des juifs apparemment bien implantés en France, en Allemagne, et puis avec l'accession au pouvoir d'Hitler, on a eu beaucoup de Polonais qui s'étaient rendus, donc polonais juifs, en Allemagne et venant après faire des déplacements plus à l'ouest pour la France, l'Angleterre et peut-être même après, comme il y avait déjà eu antérieurement des mouvements depuis l'Espagne et le Portugal, je ne sais pas après on va dire quel mélange on a pu obtenir de ça, mais en tout cas ça les inquiétait notamment du côté d'Emmanuel Berl. Les Juifs de France considéraient qu'ils étaient français avant d'être juifs, mais la France dans laquelle ils se reconnaissaient, même quand ils étaient de droite, les Français, était la France de 1789, donc révolutionnaire, et des droits de l'homme, autant dire une France maçonnique, dont la figure était moins physique que morale. Tel n'est pas le cas d'Emmanuel Berl, je le cite. « On peut être juif, on peut être patriote, écrit le 8 juillet 1938, et vouloir réserver pourtant, écrit-il, donc le 8 juillet 1938, et vouloir réserver pourtant le sang de la France à la défense des seuls intérêts directs et vitaux de la France. Ce n'est pas cesser de l'aimer, de ne voir en elle ni une entité, ni un principe, mais une personne vivante et fragile. » Fin de citation. Cela en réponse à Benda, qui avait, lui, soutenu la thèse contraire, selon laquelle la France s'identifiait à la défense de la liberté, raison pour laquelle, affirmait-il, l'histoire dirait que, face à Hitler, les seuls, je cite, patriotes auront été les juifs et les communistes. Fin de citation. Les juifs, qu'au moment de l'affaire Dreyfus lui-même ne voyait pas d'un aussi bon œil, quand il dénonçait le juif étroitement hébraïque, que nous avons vu s'agiter au lendemain de la condamnation de Dreyfus, dans le désir de sauver innocent ou coupable, un coreligionnaire. Quand il estimait que, je cite, sur les 7 millions d'Israélites, tendez bien l'oreille, disséminés dans le monde, plus de 3/4, juifs russes, algériens, etc., appartiennent à une classe de serfs arriérés et condamnés par l'évolution. Fin de citation, ne voyant d'avenir que pour une infime minorité de juifs évolués dont il se demandait, je cite, « En quoi sont-ils juifs, ces hommes-là » Fin de citation. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on entend parler de 7 millions d'Israélites disséminés dans le monde, et je vous renvoie après aux chiffres officiels du nombre de juifs, est-ce qu'ils étaient israélites ou non, du coup, sacrifiés par le régime socialiste national. Revenons-en également à certaines choses, des concepts, par exemple, comme quoi il y a une infime minorité de juifs évolués, ce qui me fait penser aux écrits, je vous l'avais déclaré, de Richard Koudenov-Kalergi, la dynastie des esprits, celle qui se veut dans l'orientation des peuples et dans la supplantation des régimes du christianisme, ce que je pense en tout cas. Et à partir de là, il dit en quoi sont-ils juifs ces hommes-là ? Toujours le quadrille. C'est au tour de Emmanuel Berl de faire 4 pas en arrière. Les partisans de la guerre
explique-t-il le 26 août, je cite, semble ne pas comprendre que ce pays a subi en 1914 une perte de sang effroyable dont il ne s'est pas remis. Il semble ne pas voir que la France est en proie à une immigration non contrôlée qui menace sa culture et sa race, qu'une nouvelle guerre risquerait de provoquer une immigration nouvelle que la France deviendrait sans doute incapable d'assimiler. La France, plus qu'aucun peuple au monde, possède le sens de cette différence radicale entre le clos, qui est vôtre, et le champ, qui n'est pas à vous. Fin de citation. C'est juste incroyable. Il nous laisse entendre qu'il y a une majorité de juifs, clairement, qui ne peuvent pas vraiment s'intégrer. Il y a une minorité qui apparemment serait des juifs évolués. Après, il dit en quoi sont-ils des juifs, ces hommes-là. Et il laisse entendre qu'on ne doit pas s'engager dans la guerre avec les voisins, puisque déjà en 1914, on a perdu énormément d'hommes. Et là, il fait référence au peuple français. Et il dit bien, il déclare après, si on re-rentre en guerre, il y aura une nouvelle immigration et celle-ci, on ne pourra pas l'intégrer. Donc en fait, il a déjà écho certainement des plans comme Calergie et compagnie, que ce ne sera pas des migrations d'Italiens, de Portugais ou d'Espagnols. Donc ce ne seront pas des chrétiens, entre guillemets. Les gens qui viendront seront totalement différents. Ils ne seront même pas européens, ne partageant quasiment rien en commun. Et en fait, c'est là où on arrive de mouvements migratoires, on va dire d'est à l'ouest, ni plus ni moins. La conquête vers l'ouest, c'est comme ça qu'on voit les choses, du sud vers le nord, qui répondent d'ailleurs à certaines envies de socialistes à vouloir, ce qu'ils citent, je crois qu'ils appellent, négroïdo-européens, un truc comme ça. Et vous voyez également qu'ils incluent après les maghrébins dans le lot. Tout était calculé finalement. Première guerre mondiale, engager les Français, faire perdre des millions de Français. D'autres, par peur, comme on l'avait vu, sont partis émigrer. Des femmes se sont retrouvées également seules. Alors il a fallu que des femmes françaises rencontrent des hommes pour continuer à se reproduire. Et là sont intervenus les voisins pour reconstruire le pays après 18. Des Espagnols, des Portugais, des Italiens, on va dire ça se passait assez bien, même si des mafias s'organisaient. Comme tout déplacement de population, les nouveaux arrivants, il y a toujours des gens délictueux, criminels également. Donc on a eu les mafias italiennes, voilà pourquoi d'ailleurs les Français faisaient des fois des références assez mauvaises en disant ce commerce ne sera pas autorisé à l'italien, entre autres, ou l'italien n'est pas le bienvenu, ou encore des mots plus acerbes. Vous avez eu après le phénomène de 39-45, on sacrifie beaucoup de Français à nouveau, on envoie les hommes au front, les femmes, pour bon nombre, sont des traîtres, il faut pas se leurrer, elles suçaient les Boches comme elles suçaient les SS et bien d'autres encore, et pour rester assez poli. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Ukraine. Pendant que les hommes sont au front, les femmes se font tapiner dans les boîtes de nuit ou encore vont tout simplement aux frontières trouver des nouveaux maris ou trouvent refuge, je sais pas, en France ou ailleurs. Il n'y a pas plus traître quasiment dans une guerre que les femmes, ça faut être clair. Faut être clair. Il n'y a pas plus traître à un peuple, actuellement encore, en perte de valeur que des femmes. Suffit de voir ce qui se passe en France. On a appris que la seconde vague des étrangers, 66% des étrangers venus d'un autre continent que l'Europe, donc majoritairement africains, sont avec une Française ou un Français sans ascendance étrangère. 66% de la deuxième vague. C'est tout, c'est ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas plus traîtres que ces femmes-là. Et finalement, vous les retrouvez majoritairement qui ne sont pas de foi chrétienne, qui n'ont aucun attachement à ce qui est de l'ordre de l'identité. Donc ces femmes-là, pour certaines ont été tondues à la libération de 39-45. Là aujourd'hui, si on devait les passer à la tonte, il y en aurait pour des mois. Il n'y a même plus d'intérêt quelque part à les avoir, à les considérer. Donc, pour ma part, elles ont voulu importer ces chances pour la France. Elles se retrouvent majoritairement en maman célibataire avec un enfant métis d'un papa congolais, un enfant métis d'un papa algérien, un enfant métis encore d'un papa d'un autre endroit, on va dire, du Mali. Elles vont assumer tout leur môme. Vous voyez, ces femmes-là qui, quelque part, ont détruit ce qu'était l'image de la France, ont été dans la traîtrise, il ne faut même plus les soutenir. Il faut les laisser assumer leurs choses. Vous voyez, et ce sont les mêmes aujourd'hui que vous retrouvez de façon assez hystérique, en disant faites venir toute la planète, il n'y a pas vraiment de frontières, voire même à
sucer l'histoire des étrangers et en revanche à cracher sur la nôtre, hein, en parlant de colonisation, qu'elles-mêmes, elles voient leurs pères comme des monstres, leurs grands-pères comme des barbares qui ont fait de la colonie ou encore des guerres. En gros, c'est ça, elle crache sur l'histoire. Et qu'en revanche, tous les autres en face, ils ont que subi, et regardez les épopées qu'ils ont eu à traverser, regardez les pauvres, tout ce qu'ils subissent, et aujourd'hui, toute la discrimination, soi-disant systémique, organisée par un État. Bah voyons, dans le même État où les assos pro-migrants peuvent s'enregistrer et prendre 1 milliard à l'année. Et je compte même pas les autres qui détournent encore des subventions par-ci par-là. Le même État dans lequel les entreprises halal vendant également des tenues vestimentaires religieuses étrangères, hein, je pense à l'islam, etc., ou encore autorisant la construction de mosquées, c'est le même État, soi-disant, qui a un racisme systémique et discriminant. Bah voyons. Hein. Et les études, c'est exactement de leur côté les mêmes que j'ai déposé une demande pour un logement, on m'a refusé, ça y est, c'est parce que je suis noir ou parce que je suis arabe, raciste. J'ai fait un entretien, je n'ai pas été recruté immédiatement, l'employeur était un raciste. Mais jamais, nous n'avons au bout de ces recherches et de ces études, l'enquête pour savoir qui a obtenu l'emploi, qui a obtenu le logement. Et s'il faut, c'est peut-être pas Mamadou, mais c'est par exemple, je ne sais pas, Eliam. Vous voyez ? Ça va jamais au bout des idées et des choses. C'est juste du périmètre, comme ça crée un écran de fumée, et les gens, ils étouffent. Ils sont asphyxiés dans ça, ils disent on crève. Mais vous-même, vous vous persécutez mentalement, mais quel en est-il vraiment dans la société actuelle ? Moi, en blanc, si je vais dans vos pays africains, et qu'ils soient maghrébins, on va dire Afrique du Nord, sahéliens, ou bien subsahariens, vais-je obtenir sur le marché le même prix qu'un local ? La réponse est non. Ils vont me voir en occidental, en blanc, etc. Le prix pour, je sais pas, une tenue vestimentaire, ça va être x10. Le prix pour un morceau de bœuf ou je ne sais quoi encore, ça sera x3, x5, x8. Alors qui est vraiment raciste dans l'affaire ? Vous voyez ? Parce que eux, quand ils viennent en France, sur les marchés, et même ceux tenus par les blancs, ou encore les magasins, il n'y a pas de différence de prix, c'est pas la tête du client. Donc qui est vraiment raciste dans l'affaire ? Et je peux continuer comme ça, plein d'autres exemples. En fait, Emmanuel Berle, avant l'heure, avait anticipé que l'on viendrait faire ni plus ni moins un désordre dans la France, on produirait l'hécatombe du pays, et pour aucun résultat. Hein. Parce que ces personnes, là pour l'instant, on va dire, on se stabilise à un certain niveau, même si on chute. Il suffit de voir le programme scolaire PISA, l'étude, au fur et à mesure où c'est toujours plus de sauvagerie. Je veux dire, nous ne sommes pas parfaits, hein. En jeunesse, tout le monde fait des erreurs, bavarde en classe, allez, fait 1 ou 2 batailles de, je sais pas, de gomme ou ce genre de trucs. Mais on va dire, majoritairement dans l'année, on est assez redressé, nous en tout cas de nos époques, par nos parents ou encore par l'ordre scolaire pour se remettre dans le droit chemin. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il ? Et on va accuser à nouveau, c'est de la faute de l'État, ici c'est des UP, ici c'est des zones. On a l'impression d'être dans un film qui était... Le Remplaçant, je crois, ou un truc comme ça, The Substitute. Allez, Le Substitut. Le mec intervient, on est en mode modèle américain, mais de l'universitaire, on est déjà au collège dans ce modèle-là. Avec des petits qui sortent des coups de couteau, les autres, ils sont là en train déjà de faire des jeux comme s'ils vendaient du hashish. Il y en a certains, ils sont en train de parler de sexualité à un âge, normalement, t'as même pas ça en tête. Vous comprenez ? C'est une hécatombe. Parce que dans le pays, on ne peut pas avoir un retour fort et puissant en disant... Il y a un peuple, il y a des traditions, et c'est pas, ouais, mais on doit s'adapter, lui, le petit, il est comme ça, lui, sa famille, elle pratique telle religion, on s'en balance. Tu viens en France, tu vis comme un Français. Tu vas à Rome, tu vis comme les Romains. Et tu vas, du coup, en Algérie, tu vis comme les Algériens, et dans d'autres pays, pareil. Et c'est pas qu'applicable au continent européen. Et c'est là tout le problème. Il n'y a pas de dureté, il n'y a pas d'autorité. Le laxisme conduit... également à ce que des cas sociaux se multiplient, faut dire les termes. Ils baisent à tout va et la femme, alors, elle a multiplié déjà 4-5 IVG, hein, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc on rembourse le crime avec les deniers des travailleurs qui peuvent être chrétiens, musulmans ou autres. Hein. D'ailleurs, normalement, le crime pour nos communautés monothéistes n'est pas permis. Mais combien vous en avez ? Voilà, et dès le lendemain, il a piné elle, ou inversement, elle ne s'est pas respectée et elle se retrouve à prendre la pilule du lendemain ou à faire des IVG. Combien ? Vous voyez ? Parce qu'on a eu également la période
traîtres à notre nation. Hein, les socialistes, les wokistes. On nous dit les wokistes, c'est un phénomène qui est arrivé là récemment, c'est faux. Le wokisme, dans son symbolique principal, accepter tout le monde, c'est intéressant, en fait, c'est tout simplement de la chrétienté. Mais c'est poussé à son paroxysme, ça devient une dictature des minorités. Et là, c'est plus la même. On a des pervers qui veulent aller dans les écoles, pour comme ça, les mômes, on leur a enseigné ni plus ni moins le consentement, hein, et on légalise et on diminue l'âge. C'est quoi, on fait quoi après ? Ils les mettent, soi-disant, dans des cours d'éducation, mais qu'est-ce qu'il en résulte vraiment ? Il n'y a plus d'éducation. Les jeunes, même au plus jeune âge, c'est-à-dire 10, 12 ans, etc., sont déjà dans l'enseignement de détester la France. Tu leur demandes pourquoi ? Ouais, la France a colonisé ça, ouais, la France, elle a fait ça. Mais qu'est-ce que t'en sais de l'histoire ? T'as 12 piges, t'as 15 piges. Si je te demande déjà de réviser tes fiches, ne serait-ce de ce que tu dois étudier à l'école, t'en sais rien. Tu répètes bêtement, en fait, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou ce que les gens de tes quartiers te laissent entendre. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il y a une guerre de type 4. Il y a certains pays qui veulent nous déstabiliser, nous remplacer et prendre la possession de notre territoire. Soi-disant, il n'y a rien chez nous à prendre, nous sommes que des couffards, des mécréants, c'est faux. Ils le savent, une immense agriculture, une qualité excellente quant aux éleveurs et aux bêtes que l'on peut avoir dans nos assiettes, et bien d'autres choses encore, du savoir-faire, de l'intelligence, des universités brillantes. Mais ils ne l'acceptent pas. Il faut nous réduire à des moins que rien, ou lorsqu'il y a de la réussite, uniquement la lier à l'étranger. Ni plus ni moins. C'est triste à dire, mais c'est ce qui se déroule. Il y a tellement de choses encore sur lesquelles je pourrais poursuivre par rapport à notre pays. Et il y a un moment ou un autre, oui, il faudra remettre de l'ordre. Et c'est pareil. Oui, les Maduro, etc., là, critiqués, je crois que c'est Salvatore et compagnie. Vous voyez, ouais, c'est pas bien ce qui se passe, ils ont fait des camps du travail. Mais regardez en France. Les prisonniers, ils font des crimes, ils ressortent au bout de 5 ans, 10 ans, bonne conduite. Hop, la peine est réduite à moitié. Entre les remises de peine obligatoires, déjà, ce qui est une honte, et les remises de peine supplémentaires. Enfin, on va où ? Plus les autorisations de sortie, les agencements dans les CD, c'est n'importe quoi. Les téléphones dans les prisons. L'autre, on apprend récemment là qu'il tient carrément un réseau de prostitution dont des mineurs en sont victimes. Donc des mineurs françaises, hein, et qu'on ne nous fasse pas croire que l'affaire des Pakistans musulmans, c'est que pour l'Angleterre. Les cités remplies de musulmans qui prostituent des petites françaises et profitent de pauvres petites françaises et d'autres d'ailleurs de leur communauté à l'ASE, aide sociale à l'enfance, placée, parce que les parents sont irresponsables, parce que les parents pondent des gosses sans les entretenir. Et à la fin, ces derniers, ils sont dans des circuits où ils ont déjà été violentés, ils sont séparés des parents, ils n'ont aucun espoir en l'avenir, ils regardent l'actualité, c'est sombre, et en même temps, ils sont dans une société où il faut tout consommer. Marque, téléphone, de dernière génération, fumer du shit, boire de l'alcool, sortir, et tout ça, c'est un train de vie qui coûte de l'argent. Et les personnes issues des quartiers de l'immigration profitent de cette situation. Ils les voient vulnérables, ils leur promettent monte et merveille, promesse jamais tenue. Ou alors, pour certaines, ils comprennent qu'elles sont crédules et ils laissent entendre qu'ils sont tombés amoureux d'elles, mais là, t'as vu, au bout d'1 ou 2 semaines, ils sont en galère, ils doivent des sous, est-ce qu'elle peut pas, exceptionnellement par amour pour eux, commencer à faire 1 passe, 2 passes, et pourquoi pas être avec un collègue, et ça se termine après dans les caves, et ça se termine dans les Airbnb. Les mêmes qui tiendront des discours dans les quartiers sur « ouais, nous, sous le pied, les femmes sont respectées, sous le pied de nos mères, c'est le paradis, etc. » alors qu'en fait, ils produisent l'enfer sur le territoire. Les mêmes que vous retrouvez, ni plus ni moins, à violenter les femmes, à vendre du hashish, à faire plein de réseaux encore comme ça, et être consommateurs de tout cela. Bien évidemment, il y a des Français qui sont criminels aussi. Il y a des personnes très très placées. On l'a vu au Sénat. Consommateurs de drogue, d'ogre dans ma tête, tellement, vous voyez, ce sont également des abominables personnages. Toute leur soirée, chemsex, etc., dépravés, il n'y a plus rien qui tient. Mais vous aurez discours de beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés, laissant entendre, mais si tout est caché, c'est que c'est uniquement les Blancs qui sont à l'origine de ça, qui tiennent ça, ce sont eux les coupables. Vous croyez tromper qui ? On voit pas ce qui se passe dans vos quartiers ? On n'a pas toutes les affaires qui sortent dans la presse sur Mohamed, Imad, lui encore, Constant et compagnie.
Et tous les autres. Hein? Les vies luxueuses où ça part en vacances toute l'année, où ça loue des gamos, où ça fume du shit, ou pour les autres ils ont le nez dans la coke carrément et compagnie. Tout ça ils payent gratuitement? Bien sûr que non. C'est alimenté. Et combien d'immigrés sont des hommes? Et immigrés entre autres illégaux. On a quasiment plus de 300 000 illégaux sur le territoire français. 7 sur 10 sont des hommes. 7 sur 10. Et vous croyez que ces gens-là, là, qui sont dans les trafics, dans les ventes de cigarettes, dans les vols à l'arraché, ou encore tout simplement dans le racket, ou dans les cambriolages à domicile, tout l'argent qu'ils font, vous croyez ils le dépensent comment? Ah, ils renvoient leur maman au bled, certainement, ouais. Plutôt, ils répondent à leurs pulsions sexuelles. Comme ils n'ont pas le langage français, l'approche pour les femmes, pour eux, c'est compliqué. Déjà, par les phénomènes MeToo, par, comment dirais-je, la barrière de la culture et bien d'autres choses encore, l'actualité qui n'est pas en leur faveur, bah, que font-ils? Eh bah tiens, puisqu'ils sont sur eux-mêmes, que les personnes qui pourraient draguer sont à l'autre continent, bah leur seul moyen d'accéder à leur pulsion sexuelle, pour certains ils vont se bagnater, etc., mais la plupart c'est pas ça, l'argent qu'ils ont, ils vont aller se faire une pute, entre guillemets, c'est vulgaire ce que je dis, et ils se fichent de l'âge. Et s'ils peuvent avoir un collègue qui tient un réseau et qui leur fait la passe à moins 50% ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Ou s'ils s'arrangent, tiens, telle cartouche, en échange, je fais la passe. Ou tiens, tel morceau de chichon, ou je ne sais pas, je t'arrange sur ça et ça. Et c'est comme ça qu'il y a tout un réseau qui est structuré en France. Et l'État, pourquoi ils n'inquiètent pas? Bien, ok, il y a en effet des élus qui sont mêlés à tout ça, mais la réalité, vous la connaissez. Pour ceux qui avaient traîné dans les quartiers, pour ceux qui êtes entrés ne serait-ce qu'en contact ou bref, peu importe, en relation avec certaines personnes, on va dire dans votre jeunesse ou peu importe, dans votre moment d'égarement pour du chichon, ce genre de choses. Vous êtes au courant de tout ça. Vous savez comment ils agissent. C'est les mêmes en plus qui tiennent des discours après contre les vieux Français, je sais pas quoi, leur tourisme à Phuket ou encore au Maroc ou encore dans d'autres pays comme ça. Et qui commencent déjà par voir ce qui se passe et ce qu'ils font eux-mêmes. Et là, il y a tout un sujet, mais c'est bizarre. Pas de journaliste pour ça. Pas de policier pour, en interne, commencer à sonner l'alarme. Point d'écrivain non plus sur cette thématique. Point de journaux de gauche à droite, hein, on peut faire comme ça toute la fresque. Personne. On a eu un peu Marie Saint-Filtre, rapidement, qui nous a montré hein, les Walla Walla. Alors, sa sœur, elle sort pas de chez elle, hein. Sa cousine, pareil, hein. C'est voilé de la tête aux pieds, c'est attention, ça traîne pas avec des hommes. Par contre, voyez-vous, en protection des leurs, ils n'ont aucun problème à attaquer les autres. Et c'est là où c'est scandaleux. Ils vous laissent entendre, oui, mais cette jeune, elle vient d'elle-même pour se prostituer parce qu'elle veut de l'argent, ou soi-disant c'est son plaisir, ou je ne sais quoi encore, mais c'est faux. En fait, ils sont en train de les détruire, ils les fractionnent. Ils fonctionnent ni plus ni moins en mind control, ils rentrent dans leur tête, comme je vous ai dit, ils les draguent pour certaines, ils leur promettent monter merveille. Sur la passe, par exemple, même imaginons qu'elle fasse de son gré, qu'elle soit majeure, combien elle prend? Sur les 100, 200 balles ou je sais pas combien elle prend véritablement? Hein, elle doit payer son BNB, le matériel, hein, les protections, etc. Derrière, il y a également le mec à financer, celui qui tient les annonces, et... Vous comprenez? C'est-à-dire, de ces abus, il n'en ressort rien. Et derrière, il y a en effet ces criminels. Toutes les personnes où aujourd'hui ça s'est complètement démocratisé parce que le rapport homme-femme a été complètement détruit, perturbé avec les féministes qui sont allés dans un extrême à devenir fémènes, à accuser tous les hommes d'être des criminels en puissance innée, hein, c'est ça. C'est-à-dire c'était déjà dans sa génétique, avant même qu'il naisse, ça sera un criminel. Donc de toutes ces distances qui s'opèrent, le respect n'est plus là. Il ne s'active plus. Et quand tu ne te reconnais plus dans l'autre, tu n'as plus le respect pour l'autre. Et accompagné avec les premiers niveaux de radicalisation que sont les contenus sur Internet, vous m'avez très bien compris, hein, les trucs de pornographie, etc., la violence de la chair n'est plus devenue un problème. Et la procréatique a été dissociée de la sexualité. Ce qui veut dire qu'il n'est plus question de façon religieuse, comme c'était le cas dans les années 40 et encore ce qui précédait avant en France, de fiançailles, de mariage, de la découverte de l'autre, de l'ambition de former une famille. Là, aujourd'hui, c'est répondre à une pulsion. La liberté, mon corps, mon choix. Les 68A ont du sang sur les mains. Ceux qui veulent réformer l'Église, en lui disant « vivez avec la modernité, acceptez l'homosexualité, et puis toute la sexualité pour tous », sont dans ça. Parce qu'ils détruisent le modèle procréatique pour un modèle de sexualité récréative.
l'amusement, le loisir. Et ça conduit à ces personnes frustrées, à ceux qui n'ont pas forcément les éléments de discussion pour pouvoir être dans des bons rapports, les autres qui n'ont pas le physique, qui peut leur jouer en leur faveur, ou en tout cas les amener à on va dire, être avec les femmes avec qui ils voudraient fricoter. Donc leur seul moyen d'être en contact, soit avec des personnes frêles, soit avec des personnes qui ont un corps, entre guillemets, de rêve, refait de A à Z, parce que beaucoup de femmes se prostituent aussi pas pour le plaisir, pas pour le pognon d'aller fumer du rnouf ou faire des soirées et tout dépenser en boîte de nuit. Il y en a certaines, c'est parce qu'elles sont conditionnées par les réseaux, par les magazines, par ce que vous voulez, Botox. Il faut des lèvres, ça coûte de l'argent, ça, il faut le faire peut-être tous les 6 mois. Pareil, au niveau, pour pas avoir de rides, ou encore, je ne sais pas, des implants mammaires, donc on passe d'abord de la médecine esthétique à la chirurgie esthétique, et d'une totale modification où elle-même est dépossédée de son corps. Ne se reconnaissant plus dans celui-ci, elle est déjà dans l'altère, c'est-à-dire elle est déjà altérée, transformée. Un personnage a pris possession d'elle. Et donc, ça ne la dérange pas de violenter sa chair, à la fois sur le bistouri, d'abord par une médecine, des injections, puis par le scalpel, et finalement, en même temps, recevoir toute cette violence de 1 rapport, 2 rapports, 10 rapports, 20, 30 rapports à la journée, conduisant certaines à ne même plus avoir d'esprit pudique, leur corps ne leur appartient plus, donc autant le mettre sur les réseaux, sur Mime, sur OnlyFans et compagnie. Et là, on arrive à tout un problème global, dont je vous parle aujourd'hui avec mon petit niveau, si je puis dire, je n'ai pas les études derrière, comment dirais-je, les aptitudes ou en tout cas la formation pour être journaliste. Mais je commence déjà à dresser, on va dire, les éléments qui peuvent s'emboîter les uns aux autres et qui participent à ça, à la destruction. Pourquoi ? Parce que la République, ayant voulu illuminer l'homme, l'émanciper, en lui enlevant tout repère, tout contrôle, on va dire, extérieur, a laissé jaillir le pire. Et c'est pas jaillir le pire comme si c'était déjà en l'homme. C'est que d'abord, ils ont tenté de vider l'homme de ce qu'il était, de cette spiritualité, de sa trinité et compagnie, de son rapport à l'esprit, et peut-être même, excusez-moi, d'une connexion à Dieu, pour le remplir d'une autre image. Et c'est ce que je vous disais. Nous étions à l'image de Dieu. Tout au plus, on s'observait dans le miroir. Vous voyez, pour notre apparence, nous raser, voir notre coupe, etc. Et puis, nous avons eu l'autre image qui est intervenue. Et on a tenté de se façonner à celle-ci, c'est-à-dire une image artificielle que l'homme a produite par le théâtre. Et puis est arrivé les frères Lumière. Ça y est, on peut maintenant saisir l'image et la reprojeter. Et là où il y avait un public hier de quelques dizaines de personnes, excusez-moi, attendez, je bois un coup, parce que je commence à avoir la gorge assez prise. Mais là, où hier on avait un public de 100, allez, à peut-être 1000 personnes, on se retrouve à diffuser une image et un comportement auprès de centaines, voire de millions de personnes. Et ces derniers vont s'en inspirer. Combien dans leur quotidien sont retrouvés, je sais pas, même dans leur jeunesse, face à un dessin animé, se retrouvant dans les caractéristiques d'un personnage qu'il aimerait bien, et reproduisant certains modèles. Combien également on les réplique et compagnie. Tout ça agit sur le subconscient, et en fait est en train de produire l'homme à une nouvelle image. Et entre autres, permis par le manque d'appartenance à un peuple. Résultat, surtout spécifique, historico-biologico-spirituel. C'est-à-dire voir en l'autre quelqu'un que tu respectes, voir en l'autre une facette différente de ton appartenance, voyez, à la fois un héritage aussi de ton histoire, puisque celui-ci a des ascendants, peut-être qu'ils connaissaient tes ascendants, ou en tout cas, ils ont combattu ensemble pour un même espoir et un même devenir, et spirituel. Tu partages la religion de l'autre. Donc c'est à la fois, sur le plan historique, quelqu'un de proche, puisque ses ascendants ont combattu pour ton territoire, ont fait en sorte de défendre des valeurs, un honneur et compagnie. C'est également biologique, parce que voilà, tu te reconnais un peu dans lui. Bon, après, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est, de temps en temps, comme je vous disais, des corps étrangers, tant que c'est en proportion acceptable, pas non plus se refermer sur soi-même, et spirituel, le plus important. Voir en l'autre un frère, un prochain, quelqu'un que tu respectes. Mais enlevez le spirituel. Injectez plein comme ça de communautés. Déjà, tu te reconnais moins. Faites en sorte après que les ethnies soient totalement différentes et surtout, les nouveaux arrivants, le premier drapeau qui sortent, ce ne sera pas celui de la France. Première revendication, ce ne sera pas celui d'être français. Première chose qu'ils te déclareront, c'est finalement que tu es différent et que c'est à cause de toi qu'ils n'arrivent pas à s'insérer.
Et ça y est, tu obtiens la conflictualité. Pour produire l'homme moderne. Lui, qui au fur et à mesure entre en conflit partout sur la planète et a besoin d'un renouveau. Donc pour mieux s'identifier, il faudra à ce moment-là une unité, un gouvernement international. Et on en arrive à nouveau à qu'est-ce qui supplante tout ça au niveau de la nation, puisque on nous ramène souvent au national, c'est ça, hein, le drame, t'en prenais le national d'Hitler, le national de ça, le national de Le Pen. Mais la vraie problématique, ça a été le socialisme du communisme, le socialisme de Hitler, le socialisme encore de la République qui fait tant de crimes et les couvre, le socialisme encore celui qui veut tout supplanter et devenir international. Retrouver cette certaine voie pour enlever le national. Et de là, on en arrive à toute une problématique. Ce qu'Emmanuel Berle nous décrit notamment. Alors, je vous avoue que j'ai fait une très 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 longue tirade sur ce que je pensais et voulais vous partager. Il y a tellement à lire encore. Hein. C'était pourtant observer la règle de vie qu'il s'est imposée à lui-même. Je cite, « L'antisémitisme engendre chez ses victimes une psychose. C'est pourquoi d'instinct, j'ai toujours évité, dans la mesure où je l'ai pu, de trop penser à lui. » Fin de citation. Il me semble qu'il y avait d'autres choses intéressantes. L'historien américain estime forcer l'assimilation que Bloom fait dans ses souvenirs sur l'affaire publiée d'abord, je l'ai dit, dans Marianne, de l'attitude de neutralité pusillanime des Juifs français vis-à-vis du fascisme, à celle qu'ils avaient observée lors de l'affaire Dreyfus. Il estime, en effet, que dans les années 30, écoutez bien, les Juifs de France ne pouvaient pas imaginer que leur propre attachement aux idéaux de 1789, donc révolutionnaires, violents et compagnie, n'était pas partagé par la classe politique dans sa grande majorité. Je suis persuadé pour ma part que, de même que la plupart des Juifs sentaient que Dreyfus n'avait été soupçonné puis condamné que parce qu'il était juif, de même 40 ans après, ils étaient profondément inquiets de la victoire du nazisme en Allemagne. Et il me semble qu'il existe bien un point commun entre les deux situations, la peur des Juifs, en 1938 comme en 1898, qu'on puisse penser qu'ils réagissaient en Juifs plus qu'en Français. Alfred Berle, oncle de notre Emmanuel Berle, vétéran de l'affaire Dreyfus, reproduit le mouvement qui avait poussé les Juifs de 1900 à s'enthousiasmer pour la cause dreyfusarde dès qu'elle fut devenue celle de la République contre les factieux d'extrême droite, quand il définit ainsi le sentiment qui doit inspirer les Juifs étrangers réfugiés en France, je le cite, « Ce n'est pas celui de venger Israël de l'injuste et atroce persécution qu'il endure, mais de concourir à la défense du droit contre l'arbitraire, de la liberté contre la tyrannie. » Fin de citation. Bon. Vous comprendrez, hein. Ce n'est pas celui de venger Israël de l'injuste et atroce persécution qu'il endure, et il continue, mais la formule nous laisse très bien entrevoir que par sa négation, il y a une affirmation, et celle d'être dans, ni plus ni moins, un sionisme. En fait, c'est la peur d'être à découvert, quoi. 126. Le basculement définitif se produit pendant l'été 1924 à Guétari, sur la côte basque. Les Berle séjournent dans une pension alors que Drieux a loué une maison où il reçoit plusieurs de ses amis de l'avant-garde, Aragon, Jacques Rigaud, mais aussi Éluard, bref, le surréalisme au bain de mer. Pour le familier de Bergson, d'Anna de Noailles, de Proust, le voisin de Francis James et d'Henri de Régnier, faire la connaissance de ces débutants, ce n'est pas seulement rajeunir, c'est véritablement changer d'époque. Je cite, « Je savais que la guerre était finie. Drieux me fit comprendre que l'après-guerre avait commencé. » Fin de citation. Et quelle après-guerre ? Pour qui a grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale, douloureux du choc également d'Hiroshima, endeuillé autant qu'incrédule de l'innommable Auschwitz, l'optimisme dont ont témoigné tant d'intellectuels au lendemain de Verdun est un sujet d'étonnement. Mais il a sa logique. L'ancien monde s'était écroulé. Ses élites avaient failli. Les nations les plus civilisées de la Terre s'étaient transformées en machines à tuer. Justement, qu'à cela ne tienne, tout était donc à reconstruire sur nouveaux frais. Ce que le monde bourgeois héritier des Lumières avait produit de plus solide, la science était retournée contre lui. La science psychologique déboutait la raison de ses prétentions et annonçait, pensait-on, le triomphe de l'irrationnel. La science économique annonçait la ruine du capitalisme. Il suffirait de mêler les cartes et
On allait voir sortir le grand jeu et voici qu'une vive lumière apparaissait du côté de l'Orient qui allait guider l'humanité vers de hautes et définitives destinées. Montrer que dans ces guerres, les peuples soi-disant les plus civilisés, en l'occurrence présents en Occident et particulièrement en Europe, en sont venus à créer des guerres et des machines à tuer, que sont les États, employant les hommes à en faire de même, à devenir des unités de destruction. Et derrière, sur ce table rase où tout est détruit, il faut maintenant être dans l'esprit d'architecte, de bâtisseur. Et tout cela, il dit le triomphe de l'irrationnel, la science économique annonçait la ruine du capitalisme. Et alors, le grand jeu devait nous tourner tous vers l'Orient. Hein ? Jérusalem, capitale de quoi ? Attends, j'entends Attali bien après, mais que nous dit-il ? Jérusalem comme capitale de l'ordre mondial. Ok, ça y est, c'est clair. Le scepticisme, le pessimisme, le sens du tragique qui tempérait l'enthousiasme des penseurs de naguère étaient paradoxalement emportés dans le désastre, ne surnageait que l'énergie d'une jeunesse tout étonnée de s'en être sortie vivante. Emmanuel Berl, le deuil de sa grande passion en voie d'achèvement, reprenait langue avec ses contemporains. Il lui fallait d'abord, cependant, régler ses comptes avec le passé récent. Méditation sur un amour défunt, publié chez Grasset dans la collection, je cite, Les Cahiers Verts, fin de citation, dirigé par Daniel Halévy, tranche heureusement sur les laborieuses recherches. La gageure était de faire tenir dans le costume d'un sportsman à la mode 1925 son amour hydropique et wagnérien. Wagnérien. J'avoue, je sais pas ce que c'est. Faudrait que j'aille voir. Peut-être Wagner et l'esprit... si je ne dis pas de bêtises, c'est un artiste musical, enfin un groupe peut-être même. Faudrait que je revoie. Elle fut tenue. À part quelques bourrelets que le corset aurait dû faire disparaître et que d'une façon aberrante, Maurice Martin Dugard juge proustien, les événements intérieurs et extérieurs sont narrés de façon assez leste, y compris sa guerre, il s'agissait de ne pas s'attendrir. Donc après on a plein d'autres choses, mais avançons. 178, je regarde juste, on a combien ? Quasiment 1 heure de contenu, c'est ça ? Ouais, 52 minutes. C'est pas mal. Je pense que j'aurais été efficace aujourd'hui. Là, il nous reste 3 pages, à peu près. Directeur de Marianne, où vive la France. Donc, Gaston Gallimard, désireux d'éviter que ces auteurs qui gagnent leur vie en publiant des articles dans Candide et Gringoire, lesquels en 1932 tirent respectivement à 300 000 et 260 000 exemplaires, ne viennent à le quitter, souhaitent faire un grand hebdomadaire illustré de gauche dans lequel il pourra les fidéliser. Et il demande à Berle, sur les conseils de Malraux, d'en assurer la direction. Ce sera Marianne. Le magazine à gauche sera Marianne et tenu par qui ? Emmanuel Berle. Et après, je vous renvoie à une histoire vers des histoires 2 et 3, qui nous mènera après aux relations Marianne, Rivarol, les gens, l'autre c'est comment Brasilac, je crois, et d'autres encore, en fait très très à gauche, mais étant la plateforme pour l'extrême droite. Donc l'extrême droite est finalement socialiste. Et tout ceci n'est qu'un faux combat, et c'est peut-être là où on observe que les représentants, les Le Pen entre autres, n'ont été que des acteurs, c'est-à-dire donner certaines vérités. Regardez les propos de Le Pen de 2007, quand il est sur le plateau télévisé et qu'il dit dans les HLM, ceux qui seront prioritaires le seront sur un critère social, et de facto, les points accumulés, on va dire ça comme ça, les possibilités, probabilités qu'un logement soit attribué plus rapidement à un étranger qu'un Français se fait immédiatement, puisque selon les besoins, critères sociaux, peu de revenus, pas de logement, je ne sais pas encore ce que l'on pourrait ajouter, précarité, bref, et compagnie, tout cela mène à cocher toutes les cases, tic, 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 tic. Et donc le nouvel arrivant est prioritaire pour la HLM, financé par les Français. Emmanuel Berle l'a dit tout à l'heure. Il faut sélectionner les personnes qui viendront en France et compagnie. Nous devons faire attention, puisque, lui, il parlait pour après la Seconde Guerre mondiale, nous ferons finalement une invasion, enfin, nous subirons une invasion de nouvelles personnes qui ne s'assimileront pas. Donc pour ma part, j'ai comme l'impression que Le Pen était quelqu'un plutôt socialiste. Vous voyez ? Ça peut paraître étrange, mais comprenez que les médias sont une fabrique à propagande.
Il y en a beaucoup, ils laissent entendre, bah oui, j'ai très bien compris, Noam Chomsky, très fort en linguistique, lui-même ayant étudié ça, nous a laissé entendre la manipulation, il fabrique donc du consentement afin que de notre propre voix, on vienne soit à se tromper ou soit à être séduit par ce qu'ils veulent. On a vu Mockingbird, hein, l'oiseau moqueur, la CIA dans les médias pour dissimuler les affaires ou les réorienter et réécrire différemment. Et donc vous pensez véritablement aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen ou même Marine Le Pen sont d'extrême droite, sont pour défendre le pays? Vraiment. Vous ne voyez pas dans leur action du socialisme. Les avez-vous déjà entendus déclarer des choses pour défendre vraiment la chrétienté? S'appuyer sur ce genre de choses. Pas seulement dire oui, l'histoire française, on est la fille aînée de l'Église. Non, 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 aller profondément dans ce qui était défendu par le concept de fille aînée de l'Église. Par les défenses des frontières. Par encore ce que j'ai exposé juste avant. Les crimes contre nos jeunes Françaises. Les violences subies par les Français globalement. Coups de couteau, on a les coups et blessures volontaires, hein, gratuits. Les stats sont sortis pour 2023. Ne serait-ce que dans la part d'étrangers. Et j'ai vu certains qui se pensaient d'une intelligence en disant « Bah regarde, si on prend les chiffres français et qu'on fait français versus, excusez-moi pour le bruit du micro, et étrangers. » Bah les étrangers, ce n'est pas tant représenté que ça dans les crimes. Vous n'avez pas compris que l'Africain devenu français, c'est pas le français entre guillemets de base. On l'accepte volontiers, il n'y a pas de problème. Mais dans les chiffres des criminalités, par contre, on doit quand même réexaminer les ethnies. Pour voir si particulièrement un pays pose problème, et ça ne doit pas limiter les visas ou encore l'obtention du titre tout simplement de citoyen français à des peuples. Ça ne veut pas dire que par radicalité, on va tous les salir. Mais si en revanche on voit, je ne sais pas, une ou deux nationalités ressortir dans des coups et blessures volontaires, on va peut-être faire du nettoyage, se dire, il n'y a pas de problème avec les autres pays africains, mais là, il y en a deux, trois qui ressortent, et ceux-là, ils ne sont pas favorables. Ils nous coûtent du pognon, ils créent de l'insécurité, ils traumatisent les personnes, ou pire encore. C'est du bon sens. Vous voyez? Mais il y en a beaucoup, non, ça il ne faut pas, parce que ça va toucher à leur communauté. Alors soit c'est le Maghreb United, soit c'est le Black Power, le BMF, là, Black Lives Matter, plutôt le, excusez-moi, Black Lives Matter, ouais, le BML plutôt. Vous voyez? Je vais dire stop, quoi, à un moment. Donc on observe à gauche Emmanuel Berle, et en tenu quand même les propos que je vous ai cités avant, c'est pour ça que j'ai mis un ordre désordonné par rapport au numérotage des pages, et donc on le voit à gauche avec le truc Marianne, alors je pourrais poursuivre plus longuement, juste que je regarde. Son activité consiste, pour une part, en un travail d'équipe qu'il accomplit avec Pierre Brossolette, L.O. Frossard, Pierre Bost, Marcel Auclair pour les pages féminines, Jean Eiffel pour les dessins satiriques, et Marianne est à la pointe de la modernité imprimée en offset, avec en première page de montage, inventif autant qu'irrévérencieux. Mais son aventure personnelle, loin de trouver dans ce poste en vue un aboutissement, connaît au contraire un nouveau départ par le biais d'un éditorial quasi hebdomadaire dans une direction peu prévue. Quand le premier numéro de Marianne paraît dans les kiosques le 26 octobre 1932, la situation tant intérieure qu'internationale est toujours sous l'emprise de la grave crise économique qui ébranle le monde depuis le jeudi noir d'octobre 1929 à Wall Street. La gauche a gagné les élections de 1932 et Herriot est revenu au pouvoir. Mais il ne dispose pas des moyens de faire face à la crise qui, avec du retard sur les autres pays, a gagné à son tour la France, plus artisanale et plus rurale. Les socialistes qui soutiennent le gouvernement sans y participer refusent la rigueur budgétaire et les modérés n'envisagent pas d'entrer dans une formule de concentration républicaine. Les jours du cabinet Herriot sont donc comptés. Sur le plan international, les perspectives radieuses du pacte brillant Kellogg, qui mettait la guerre hors la loi, sont bien loin. Le Japon a envahi la Mandchourie en 1931. Aux élections allemandes de juillet 1932, les nazis ont remporté 230 sièges sur 607, prélude à leur installation au pouvoir. Le premier 11 novembre que le directeur de Marianne est à célébrer est donc amer. Et ils mettent des parties
de l'extrait. De l'extrait de... Comment dirais-je ? Du magazine. Alors, on arrive sur la fin. Les 2 dernières pages, là, c'est sur la guerre maroco-espagnole. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936, un soulèvement militaire se produit au Maroc espagnol contre le gouvernement de Madrid issu de la victoire du Frente Popular. Il s'étend aussitôt à la péninsule et si les insurgés échouent dans leur tentative de Alors attendez, parce que c'est un mot assez complexe, donc pronunciamiento à Madrid et à Barcelone, ils réussissent sous la conduite du général Franco à prendre Burgos, où un gouvernement rebelle est constitué. Les républicains ont résisté, mais une guerre civile d'une violence extrême débute, impliquant les populations autant que les militaires, que l'Europe contemple médusée, avec un sentiment d'horreur, mais aussi une passion qui, dans les démocraties occidentales et notamment en France, va diviser les citoyens aussi gravement que s'il s'était agi d'un événement intérieur, du type de l'affaire Dreyfus ou de la séparation de l'Église et de l'État sur fond d'angoisse liée à la peur d'une guerre générale. Déjà, en 1936, il y a cette peur d'une guerre générale entre ceux déclarés fachos et les antifascistes, c'est-à-dire les personnes dans les pays qui s'attellent à détruire le pays, à l'ouvrir toujours plus aux autres, à effacer les frontières, à enlever l'identité, à s'attaquer à l'église, aux ecclésiastes, etc. C'est toujours la gauche, dans le pourrissement qu'elle est, venue éparpiller sa puanteur, son horreur partout où elle est passée, qui lorsqu'il y a, donc de façon démocratique ou non, mais souvent démocratique, un basculement de pouvoir vers la droite, fera tout pour créer des révolutions, du désordre, du chaos, faire couler le sang, en criant au fascisme. C'est quand même dingue, hein. En fait, depuis toutes ces années, l'antifascisme et le fascisme, ni plus ni moins. Regardez. La division éclate au grand jour quand le 20 juillet, Giral, président du Conseil espagnol, demande officiellement à Léon Blum des armes et des avions. Le sentiment personnel du chef socialiste français le pousserait à intervenir pour secourir la République espagnole. Ah, mais la République bien socialiste, même en pays voisins, nous ne sommes pas engagés dans ça. Mais pourquoi pas faire une ingérence, après tout, dans le vœu de la population. Donc, entrer en pays extérieur pour donner des leçons à un peuple sur ce dont il est mieux pour eux et ce qui sera viable pour leur avenir. Mais néanmoins, le sentiment personnel de ce chef se soumet à l'Angleterre, qui était défavorable à l'intervention, et également le Quai d'Orsay entendait coller à la position anglaise. Dans le pays, si les communistes, une partie des socialistes et des radicaux, notamment Pierre Cotte et Jean Zay, pensent comme Léon Blum, donc on doit intervenir, la droite et l'extrême droite étaient sans embâche du côté de Franco et de nombreux radicaux étaient hostiles à l'intervention, notamment Caillot, Émile Roche, Pierre-Dominique, Malvy, qui firent pression sur le chef du gouvernement, obtenant l'appui du ministre des Affaires étrangères Yvon Delbos. C'est-à-dire, la droite est anti-guerre, l'extrême droite est anti-guerre. Elle veut seulement défendre ses frontières. La gauche a toujours été comme ça, vouloir intervenir partout, à l'international, dès qu'il s'agit de déstabiliser les pays pour son idéal, l'idéalisme précisément, d'une religion dogmatique, socialiste universelle. C'est ça la chose. Les socialistes, c'est des Jules Ferry, laissant entendre qu'il y a des peuples inférieurs ou des gens inférieurs, et donc on doit les élever et aller leur apporter une culture, partout où ils sont sur la planète. Ce sont les mêmes qui vont dire « Non mais là, la culture me paraît médiocre, changeons-la ». Les mêmes encore, lorsqu'un pays laisse entendre la vox populi, cette voix populaire s'exprimant donc par la démocratie, Demos Kratos, le peuple vote pour ses lois, vote pour son bien, intervient et dit « Non, vous n'avez pas compris, on refait le jeu là ». Les mêmes, par exemple en 2005, face à la France qui dit non pour rester dans l'Union Européenne, vient à dire non, attendez, on a manqué de pédagogie. On va réorienter votre tir, changer le fusil d'épaule. Et les mêmes qui n'hésitent pas à engager dans des guerres, des fois destructrices, et parce qu'une guerre de toute façon, quoi qu'elle en soit, en effet catastrophique et entame des pertes de nombreux humains, dira je vous envoie d'abord du matériel, comme on le voit avec l'Ukraine et Macron. À l'époque, c'était pareil. Du coup, contre Franco, en Espagne,
on va vous envoyer du matériel, et par la suite, comme on sera impliqué et belligérant, pourquoi pas on enverra des hommes. Mais qui sont les hommes qui seront engagés? Bah pas les socialistes, la plupart sont des froussards, sont seulement des révolutionnaires capables d'aller tuer des petits citoyens lambda. Par contre, quand il s'agit à armes égales de faire quelque chose en moins de combat, là, il n'y a plus personne. Les socialistes, je les vois aujourd'hui comme des Macron qui envoient des armes en Ukraine et qui veulent après engager, ni plus ni moins, du corps armé. Et la plupart des corps armés, c'est des gens qui sont engagés pour défendre la France. Donc, c'est des nationalistes, des patriotes. Je les vois, ces socialistes, comme le Hamas, lorsqu'il s'agit de faire un conflit à armes égales, ou en tout cas un conflit entre militaires engagés, se cachent finalement avec la population. Vous voyez, je les vois comme également les personnes en Algérie qui, à l'époque, emmenaient avec eux de la population, se mettaient après dans les grottes et ne voulaient plus en sortir. Au point où les Français ont peut-être fait de l'horreur en tuant certains citoyens. Mais rappelons-le, à l'entrée de ces grottes, ils faisaient plusieurs appels à la raison. Ils disaient aux gens, sortez, vous aurez la vie sauve, on vous fera tout au plus prisonnier. Sortez, c'est de votre intérêt. Ils ne voulaient toujours pas. À l'intérieur de ces grottes se situaient des rebelles, des militaires, des corps armés, qui eux voulaient se dissimuler avec la population n'agissant pas à corps et à armes égales, si je puis dire. Ça, c'est la chose. Ce sont des guerres où des pays ne nous déclenchent pas officiellement les choses, mais nous envoient tous leurs déchets humains, comme l'Algérie actuellement. On la cite beaucoup en ce moment parce qu'elle fait tellement de crimes, tellement de désastres sur notre territoire. On pourrait par exemple pour l'Angleterre citer les Pakistanais. Des personnes soi-disant fuyant la guerre, mais venant en fait en mener une, mais de façon non officielle. Et sur plein de plans. En détruisant l'économie, en s'attaquant aux jeunes filles vulnérables, encore volant ou violentant des personnes n'ayant rien demandé, en allant commettre des crimes sur les grands-mères et les grands-pères dans les EHPAD ou à leur domicile, ça c'est la réalité du terrain. Et face à ces méfaits et ces crimes, les autochtones, on leur dit non, vous ne pouvez pas les amalgamer. Alors, l'autochtone essaie de se raisonner, il dit c'est vrai que je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, nous sommes quand même des humains. Il dit, si vous m'empêchez d'exprimer la violence, laissez-moi au moins, s'il vous plaît, obtenir les résultats de ce qu'il en est avec des stats ethniques. Agissons avec intelligence. Et même là, après la violence tempérée, l'intelligence est interdite. Il reste quoi finalement? Le génocide des peuples. C'est-à-dire leur propre mutilation, le fait de subir tous ces crimes et de toujours garder le silence. De tendre une joue, d'être marqué, de tendre l'autre joue et d'être marqué à nouveau. Mais interdit de revenir à la garde. Vous devez la baisser. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est un génocide de la part des socialistes. Comme ils l'ont fait en URSS, comme ils l'ont fait par les Germains nazis-islamistes, comme ils le font actuellement encore par les barbares islamistes. Ni plus ni moins. Parce qu'on va nous dire, oui, les juifs ça, oui, les juifs ci. C'est vrai. Il y a du sionisme très dérangeant, il y a des réseautages, il y a des liens d'intérêt qui vont des fois contre notre peuple. Mais qui fait chaque jour des crimes sur notre territoire? Il y aura, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vrai, des Français. On va dire de plusieurs générations, ça c'est pas un problème. On les inscrit dans le lot. Et s'il faut en mettre dans le camp du travail, eux, ils seront aussi. Mais pourquoi ajouter aux meufs et aux crimes encore plus de choses? Et beaucoup d'éléments dissimulés. Hein. Puisque je vous dis, on nous interdit d'avoir accès aux chiffres. Pour voir qui fait les crimes, qui profite de l'État, qui encore est là en train de faire tout un tas de drames. Ça, c'est la réalité. Et vous les voyez déjà à l'époque, comme 1936, à vouloir être bellicistes, co-belligérants dans les guerres. D'abord en envoyant du matos, et puis, comme je vous dis, une fois qu'on est engagé, c'est les hommes. Tout ça parce que ça ne leur plaît pas et que la République peut être renversée. Ça me fait penser d'ailleurs aux élections, pareil, je crois que c'est pour la Roumanie et aussi pour l'Allemagne. Hein, dès que ça va un peu trop à droite, c'est « Oh, danger, fascisme ». Mais quel est le vrai fascisme aujourd'hui? C'est celui qui ne débat pas. C'est celui qui use de violence contre son peuple. C'est celui qui encore organise, ni plus ni moins, une déchéance. Un déracinement, comme le dirait Simone Weil. C'est tout. Les fascistes sont socialistes. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Et si vous voulez, pourquoi pas? Avec plaisir. Ramenez vos arguments, vos sources, et on verra après. Et, contrairement à vous qui êtes sectaires, on accepte. Contredisez-nous au contraire. On apprécie. Venez. Mais, majoritairement, vous le savez au fond de votre cœur et de votre tête. Il n'y a rien qui tient dans vos actions, dans vos critiques et dans vos
ou phobes qui sortent à tout va. Rien, c'est que de l'idéologie ce que vous faites. De la merde. Ce refus absolu et farouche de la guerre, Emmanuel Berle le partage avec nombre d'anciens combattants de droite comme de gauche, s'indignant le 19 août qu'on veuille l'embrigader d'office, sous prétexte qu'il est juif parmi les rouges, alors que la majorité des juifs parisiens est sans doute conservatrice. Ce qui le distingue, c'est la naïveté cynique et finalement émouvante de ses rationalisations. Quand Alain dit non à la guerre, c'est pas parce qu'il refuse à être le dé avec lequel jouent les chefs. Je cite, « À eux deux et en intime complicité, les chefs jouent le coup juste contre les peuples. » Fin de citation. Éloge de la paix, Marianne, 26 août 1936. Emmanuel Berle, lui, invoque l'impérieuse nécessité de préserver, je cite, « notre ville, si pareil à un être vivant, le balancement du Panthéon et du Sacré-Cœur, les quartiers cerveaux de Paris, donc le 6e et 7e arrondissement, je pense, en face de la vente de Paris, les muscles de Paris, les Allemands référaient plus facilement Berlin, les Anglais même référaient plus facilement Londres que nous ne référions Paris. » Fin de citation. Et après on cite notamment Berle, ne rendrait pas Paris à Albert Lebrun, je cite, « Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie, etc. » Son article continue. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Pas énormément de lecture, beaucoup de développement à côté. En revanche, j'espère que vous avez apprécié. C'est comme ça que nous devons parler, hein, en étant concret, bien structuré tout de même. Hein, il ne me semble pas m'être éparpillé. En établissant les bons liens et en demandant aux gens tout simplement de s'en ramener à la raison, au bon sens, quoi. Ni plus ni moins. Et ce que nous déclarons pour nous la France, nous l'espérons pour les autres pays aussi. Et c'est pas on déclare ça chez nous et on espère que partout ce soit des ordres, des métissages, des changements de peuple, des destructions de culture. Pas du tout. Au contraire. Qu'on retrouve tous la force, chacun chez soi, et on va dire dans la création de bons bergers. Ce qu'on a perdu en savoir-faire rural, montagnard. Rappelons tout de même que la France, à la base, c'est beaucoup de ruralité éparse et, allez, quelques... comment je pourrais dire ça, métropoles qui sont... Enfin, métropole, mauvaise façon de parler, nous sommes la métropole, mais je pensais à mégapolis, voyez. Quelques villes, si vous préférez. À la base, il n'y en a pas tant que ça, des grosses villes. Majoritairement, le peuple français est des campagnes. La ruralité, là où finalement se trouve la connexion au territoire, au terroir également, au savoir-faire, aux artisans, à bien d'autres choses. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous produire des émissions sur qu'est-ce que la tradition française, quels sont nos savoir-faire, parce que petit à petit, on a l'impression que c'est que l'américanisation qui peut exister chez nous, ou bien sa pièce, l'autre face, l'islamisation. Non, il y a une vraie France, elle est chrétienne, on va essayer de la redécouvrir au travers de certains contenus aussi prochainement. À très bientôt. En chrétien, vous doutez que nos valeurs restent ancrées, on s'axe vraiment à la vérité et on essaye de faire le meilleur, quoi. Encore une fois, je ne suis pas parfait, hein, j'ai aussi eu mes moments, on va dire, d'égarement, de dispersion, et il vient l'heure de se saisir. J'en vois d'autres, hein, des acteurs sur Internet, par contre, eux... Ils font les hommes, beaucoup dans les slogans, se mettent à parler de sujets, mais au lieu de l'étudier, on va dire, et de présenter les faits concrets, je sais pas, par des livres, allez, tu veux pas ça, par des magazines, quoi. Tu refuses aussi ces éléments, allez, par, à ce moment-là, des journaux. Même ça, t'en veux pas, alors, tu veux parler sur quoi ? Tu veux brasser le vent, c'est tout, hein, c'est ça. Hein ? J'en ai vu certains sur Internet tomber, malheureusement, dans des propos graveleux. Ça peut être acceptable. Mais d'autres, pire encore. Parlant des pratiques avec son animal, l'autre, il se croit drôle. Il sort 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Tout dans le slogan, dans le paraître. Et en plus, ça va faire les gaillards, et ça n'a même pas d'identité. J'ai l'impression d'avoir, voyez-vous, certains Français qui sont là en train de jurer, voilà. Alors déjà, il est ni musulman, et ni des contrées musulmanes. Mais ils jurent, voilà. Hein, on en a, ça, faut les dénoncer. Il y a les autres, aucune personnalité, ils sont obligés... alors,
pas seulement de sortir une ou deux références gitanes, non, ils vont jouer les gitans jusqu'au bout, alors qu'ils ont aucune famille, ils connaissent personne dans le monde gitan, ils ont jamais eu de rapport à eux, ou allez, ça a été tout au plus un salut, une discussion, et ils ont signé un contrat, voilà. Je veux dire, à un moment, arrêtez de jouer des rôles, soyez vous-même, essayez de redevenir français, ça sera déjà pas mal. Parce que les gitans sont nos amis, mais pour autant, ils ne sont pas vraiment le français même, voyez-vous. On les ramène plutôt au pays d'Espagne ou encore à l'Est. Vraiment à l'Est et l'Est. Voilà. Remémorez-vous d'où ils viennent et ce qu'ils développent vraiment. Hein. Les gitans sont des très bonnes personnes, moi j'en côtoie, sont des évangélistes souvent, et travailleurs pour certains, d'autres un peu moins, ils ne sont pas forcément en droit chemin, on va dire, ça reste quand même des hommes, ils défendent la famille, mais pour autant, ce ne sont pas nos alliés sur toutes, comment je pourrais dire ça, toutes nos ambitions. Ils sont quand même beaucoup surreprésentés dans pas mal de mes aventures. Les premiers, voilà, à revendiquer des choses, à demander beaucoup d'aide et pas forcément à participer au bien commun. Donc, il s'agit, on va dire, d'être tempéré, mesuré et bien comprendre les choses. J'espère avoir été clair. En chrétien, nous devons aussi réétudier les choses. J'en vois certains sur Internet qui ont ricané de ce que j'ai pu dire par rapport à Jean de Patmos. Voyez plutôt l'immense grandeur que des serviteurs apôtres face au Maître, face à Jésus Tout-Puissant, et qui lui dit « Vaut mieux pour toi, vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il y aura la venue d'un paraclet, donc d'un messager, d'un prophète, le dernier. Après lui, il n'y aura plus personne. Et celui-ci annoncera mon retour. » Incroyable. C'est celui qui recueille cette parole, il y sera en devenir de cette fonction, de cette réalisation. Magnifique. Donc tenez bien la parole, ne vous soumettez pas aux tentations qui peuvent advenir même par l'Église avec des propos Vatican II, chacun vient comme il est, et nous verrons, nous ferons un pas de plus vers eux et un pas sur le côté. À force de faire tous ces mouvements, on en a perdu le lieu où on était dans notre bâtisse. On a perdu l'édifice religieux solide. Nous sommes sortis, les autres sont rentrés dedans par contre, et en prennent possession. Voilà, retrouvons la vraie direction, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et alléluia, gloire à Dieu, tenez bon, les moments vont être fort difficiles, bon carême aussi, tous ceux qui vont se lancer dans cette aventure, on va dire, pourquoi pas des fois cette privation de certaines choses, pour mieux se retrouver et respecter ce que Dieu attend de nous. Ça peut être du jeûne, ça peut être limiter, je ne sais pas, les écrans, les invectives, les énervements, ou encore s'en remettre à une meilleure nutrition, à plus de sport, à un équilibre. À vous de le percevoir comme vous le désirez, mais c'est important des fois de se ramener aussi à ces fêtes-là, même si vous n'êtes pas forcément un fervent, pratiquant, croyant, tous les week-ends, ça se rend, je sais pas, à la messe ou ce genre de choses. Ouais, moi, c'est pas mon cas, je suis pas tous les jours dans les... ou même tous les week-ends, tous les dimanches, dans les églises, mais c'est pas pour autant que je suis un mauvais pratiquant. Parce qu'il y a plein de concepts encore qui rentrent en jeu. On pourra peut-être débattre de ça prochainement. Merci pour votre écoute, j'espère que ce fut un agréable moment pour vous, pour ma part. En tout cas, c'était un beau partage aujourd'hui, bien fluide, et je vous ai livré ma pensée. Je vous dis vraiment, tenez bon, parce que les moments de tentation vont être très forts, surtout quand il va y avoir ce que l'on peut déjà anticiper sans être devin, prophète ou je ne sais quoi, mais des problèmes économiques, des difficultés pour être logé ou pour avoir encore ce qu'il faut dans l'assiette, la méchanceté, la violence qui vont aller de pair avec cette problématique, et beaucoup de revendications de pays avec qui on va être en conflit aussi. Algérie, donc ça signifie après derrière leur soutien maghrébin, tout un conflit qui peut avoir lieu même. Israël-Palestine, ce n'est pas fini. L'Arabie Saoudite, avec les BRICS, on peut s'attendre à un basculement dans bien des choses. Et ils vont vous tenter. Rappelez-vous qu'on a un livre dont on va reparler prochainement, mais le djihad humanitaire. Ces ONG en question vont beaucoup draguer. Merci à vous. Je vous présenterai aussi un livre sur l'infiltration par rapport à l'église chrétienne, les reproches qui ont été effectués d'être homophobe ou encore d'être
un groupe protégeant des pédos, alors que je crois que c'est déjà immense, hein, mais 3,6% des prêtres l'ont été depuis. Voilà. Donc c'est pas du tout la majorité. On est quand même sur un phénomène très très dérangeant, une infiltration de l'Église également par des acteurs qui ont voulu la souiller, et il s'avère que la pire des choses pour souiller l'Église, c'est déjà la pédocriminalité, mais qu'en plus dans celle-ci, c'est de l'homosexualité, pour je crois 80% des cas, 90%. Donc c'est double péché, double horreur subie à la fois par les victimes et par les victimes secondaires que sont les pratiquants, en se disant pourquoi tout ça. On va essayer de reclarifier les éléments. Pareil, ceux qui sont servis du Vatican pour blanchir de l'argent et compagnie. Mais j'en ai vu énormément être satisfait de cette situation très dérangeante, omettant peut-être qu'il y a des infiltrations, et pourquoi pas, même il y a des criminels. Moi je l'ai dit, tous les gens qui sont coupables, déjà il n'y aurait même pas dû y avoir, on ne sait pas et tout. Tes fonctions là, on les stoppe pour l'instant. Ton jugement passé, après c'est le camp du travail. C'est tout. Les mecs qui vont me dire t'es fou avec ton camp du travail. Non, c'est le camp du travail. Tu rembourses la société, tu rembourses les victimes, et si en plus t'es un religieux, tu rembourses les édifices religieux que t'as salis avec tes pratiques de merde. Il n'y a pas de tempérance. Non, faut comprendre, il était peut-être comme ça. C'était d'autres époques, je m'en fous. Un crime a été commis. S'il s'avère que la justice peut le prouver, ou même l'autre, il vient et il veut se livrer parce qu'il a fait ça et il a besoin de sortir pour demander après pardon à Dieu. Dieu accorde le pardon. Nous sommes dans le jugement. C'est tout. Aussi simple que ça, sans tomber dans une barbarie, dans la torture ou je ne sais quoi. J'espère avoir été explicite. 1h20, c'est très bien. Je vous dis à très bientôt, chers amis.